Bonsoir à toutes et à tous. La bibliothèque Gulbenkian de la Fondation Calouste Gulbenkian, délégation en France, est ravie d'accueillir ce soir une nouvelle rencontre dans le cadre du cycle des nouveaux carrefours de l'information. Ce cycle de conférences a pour objet d'inviter des acteurs majeurs du domaine de la formation, documentation et de mettre à l'honneur des livres d'actualité autour du sujet. Ce cycle est organisé en partenariat avec l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, l'ENSIB, et l'Association des professionnels de l'information et de la documentation ADBS, que nous saluons chaleureusement. Nous vous remercions à toutes et à tous d'être là ce soir et à ceux qui viennent de se connecter pour assister à cet événement auquel vous pouvez participer à la fin des interventions en posant vos questions sur le chat de la plateforme Zoom ou bien dialoguer avec nos invités qui auront le plaisir de vous répondre. Cette présentation sera enregistrée et mise en ligne plus tard via le site de la Fondation Calouste Gulbenkian et via nos réseaux sociaux. La thématique de ce soir, ce que le numérique fait à la bibliothèque. Les enjeux, réflexions et expériences en matière de numérique en bibliothèque sont désormais nombreux. Cette nouvelle rencontre nous présente un état des lieux sur le domaine du numérique en bibliothèque, les problèmes émergents, les tendances actuelles, les projets en cours ou les expériences passées, ainsi que de nouvelles perspectives au sein de la profession de bibliothécaire. Pour illustrer ces changements et ces transformations, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Accard, qui a participé au Carrefour de l'information en 2017 et 2018. Il est responsable de la bibliothèque du campus de Sciences Po Reims, auteur des stratégies de transformation de bibliothèque, publiées par ISTE en 2021. Julien Devrient, responsable numérique pour le réseau des médiathèques de Des et Roses, coordinateur de valoriser et diffuser les arts numériques en bibliothèque par les presses de l'ENSIB en 2021 dans la collection Boîte à outils. Sophie Gébeil, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille, auteure de Website Story, Histoire, Mémoire et Archives du Web, par INA en 2021. Et Véronique Mesguich, consultante formatrice spécialisée en veille stratégique et management de l'information, marraine de ce cycle, et auteure d'un ouvrage en préparation, Les bibliothèques face au monde des données, aux presses de l'ENSIB, apparaître en 2023. Et pour modérer la présentation et le débat, Muriel Amar, maîtresse de conférences au pôle métier du livre, l'Université Paris-Nanterre, et directrice de la collection La Numérique à l'ENSIB, à qui je laisse d'ores et déjà la parole. Merci beaucoup à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, Christina. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce qui est la dernière séance de la saison 2021-2022 de ces nouveaux carrefours de l'information proposés par la bibliothèque de la Fondation Gulbenkian Paris. Il y a un an, nous débutions ce cycle avec le web et en particulier des publications autour de la culture de l'information sur le web. Un an après, on se retrouve autour de la question du numérique avec, vous allez voir, quelques déplacements dans cette séance-ci, 4 auteurs et autrices qui vont nous permettre d'approcher ce que le numérique fait à la bibliothèque à partir d'objets très circonscrits, le dépôt légal du web, les arts numériques, les données et l'institution bibliothèque elle-même quand elle est soumise à la transition numérique. Cette soirée s'articulera autour de 3 séquences d'intervention à l'issue desquelles on pourra à chaque fois prendre vos questions ou vous donner la parole pour intervenir et échanger sur vos expériences, et aussi peut-être vos commentaires. La première séquence reprend le titre de la séance. Je vais demander à nos intervenants ce que le numérique fait à la bibliothèque, mais aussi ce que la bibliothèque fait au numérique, puisqu'il s'agit là de montrer que la bibliothèque n'est peut-être pas qu'un lieu neutre de circulation, de passage pour les contenus numériques. Ce n'est pas un simple tuyau et vraisemblablement les contenus numériques qui s'y jouent sont eux-mêmes transformés, peut-être construits eux-mêmes.
Et sur cette question, Sophie Gebel, la particularité du dépôt légal du web incarne en particulier, je pense, cette double transformation réciproque bibliothèque et numérique. Oui, bonsoir, bonsoir à tous, merci. Effectivement, si on se demande ce que le numérique fait à la bibliothèque, alors d'abord, pour ma part, c'est du point de vue de l'historien et du point de vue de l'historien qui consulte et qui cherche à faire une histoire du web ou tout simplement une histoire d'événements récents, hein, qu'on pense aux élections présidentielles, au mouvement des Gilets jaunes ou à des choses plus tragiques qu'on a connues dernièrement. On a besoin pour se documenter en histoire de sources, et y compris de pouvoir accéder à des sources stabilisées qui sont euh, ce qui est possible grâce aux archives du web, mais aussi à retrouver des traces du web passé, même si c'est récent, c'est quand même du passé, et c'est pour ça que les archives du web sont précieuses. Alors, ce que le numérique fait, de mon point de vue, du coup, à la bibliothèque, c'est d'abord, en fait, forcément, d'avoir transformé ces fonds qui sont ces documents qui relèvent de la conservation, que ce soit des médias ou des documents qui, au départ, étaient sous des formes diverses et sur différents supports. Mais en retour, à mon sens, ces bibliothèques comme les archives, hein, qui dans ce cadre, jouent un rôle fondamental dans la conservation au titre du dépôt légal des publications qui sont diffusées en ligne. Et notre mémoire aujourd'hui, c'est aussi une mémoire numérique, et elle joue un rôle fondamental dans la conservation, mais aussi dans la transmission en fait de ce patrimoine nativement numérique, assez méconnu et largement sous-exploité encore par les historiens, mais qui pourtant est absolument essentiel. Et c'est un travail qui se déroule en sous-main à partir d'une expertise extrêmement ancienne et qui a amené ces professionnels à la fois à se renouveler et à effectuer ce travail à la fois de fourmi et pourtant fondamental. Donc la bibliothèque est un peu une sale machine, hein, finalement, presque invisible, et elle permet de mettre à disposition effectivement un web qui n'est pas mort, qui n'est pas non plus complètement vivant, mais qui est capturé dans l'instant où il est prélevé et transformé pour être mis à disposition. La bibliothèque, me semble-t-il, Julien De Vriend, permet de donner également un ancrage sans doute matériel, et un ancrage aussi d'usage collectif, là où peut-être dans le cadre d'art numérique à distance, on pourrait rapidement construire une expérience d'usager très, très isolée et euh, très virtuelle, alors que la bibliothèque, à travers les arts numériques, va permettre de restituer peut-être une épaisseur des échanges. Oui, bonsoir à tous et merci pour l'occasion de participer à cette table ronde. Effectivement, si on reprend un peu le sujet, ce que fait le numérique aux bibliothèques, si je le reformule un peu, ce que font les arts numériques aux bibliothèques et ce que la bibliothèque, du coup, fait aux arts numériques. D'abord, ce que fait les arts numériques aux bibliothèques, effectivement, c'est d'avoir une autre approche du numérique. On a vu l'émergence ces dernières années des espaces de création numérique en bibliothèque qui ont été largement portés. On a vu pas mal de projets. Et donc, on a vu une approche plus créative des usages technologiques qui est apparue. Donc ça, c'était un premier point. Et dans le même mouvement, finalement, on a aussi l'occasion pour les artistes numériques et les arts numériques au sens large de se confronter à un plus large public, peut-être moins spécialiste, justement. Et les bibliothèques, comme pour beaucoup d'autres sujets, sont un lieu de proximité, comme vous l'avez souligné également, un lieu d'usage collectif, et donc un très bon marchepied pour initier, pour accompagner sur ces sujets-là, effectivement. Et donc, c'est ce double mouvement qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, d'un côté, on voit ces usages, ces technologies plus créatives qui commencent à irriguer un petit peu, dont certains collègues s'en emparent avec succès. Et à partir de là, on commence à essayer de dépasser un peu une approche purement technique pour essayer de repenser une dimension plus culturelle aussi du numérique et d'avoir une approche plus artistique, finalement avoir aussi une approche qui soit plus en lien aussi avec les missions d'un établissement culturel. Je ne remets pas en cause les autres approches administratives, etc., qui sont tout aussi nécessaires, hein, c'est les dimensions sociales des équipements. Mais là, ça permet aussi de retravailler cette dimension-là qui était, à mon sens, en tout cas, un peu sous-exploitée.
Voilà. Et puis aussi, ne pas oublier que les artistes aussi eux-mêmes vont s'emparer du numérique. Et même si ce n'est pas leur sujet de prédilection, il y a beaucoup d'auteurs qui vont s'emparer des outils numériques pour apporter une autre dimension à leurs œuvres. Je pense à des auteurs illustrateurs comme Louis Rigaud, un auteur pour la jeunesse, qui développe des applications, qui a même développé un jeu vidéo. Donc on voit aussi qu'ils utilisent un plus large éventail d'outils de création. Donc c'est ça aussi qu'on va essayer d'amener à développer au sein de nos lieux. Dépasser la technique pour revitaliser dans une sphère plus créative, plus culturelle, plus partagée. Dépasser la technique aussi pour avoir une vision plus globale, s'adapter certes, mais aussi adopter. Jean-Philippe Accard, c'est à un changement global que se trouvent confrontées les bibliothèques. Oui, alors merci Muriel de me donner la parole et merci à la Fondation aussi pour cette troisième invitation pour ma part, ce que j'apprécie beaucoup. Oui, en fait, les impacts, je pense, du numérique sont énormes à tous les points de vue, mais pas toujours. En fait, maintenant, on est tellement habitué, je pense, au niveau du grand public, mais surtout au niveau voilà, des professionnels de l'information, on est tellement habitué à tous ces changements, à toutes ces évolutions, que finalement, ça rentre un peu dans notre vie quotidienne et courante. Dès qu'il y a une nouvelle plateforme, dès qu'il y a un nouveau service à mettre en place, c'est quelque chose qui se fait de manière finalement assez naturelle. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les bibliothèques et par rapport aux bibliothécaires eux-mêmes, c'est cette évolution constante depuis des années, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, les évolutions techniques et technologiques qui ont eu ce fort impact, mais qui n'ont pas déstabilisé pour autant la profession. La profession s'est complètement adaptée, s'adapte toujours, alors avec plus ou moins de bonheur évidemment, mais finalement il y a aussi des standards, il y a des institutions quand même très importantes qui montrent la voie et des institutions plus petites aussi évidemment. Et ça, je trouve que c'est quand même une force qu'il faut mettre en avant par rapport à notre métier. Et je pense que, mais ça ne m'étonne pas en fait, parce que les bibliothécaires, je pense, ont quand même dans leur formation des possibilités et aussi dans leur vie après professionnelle. C'est un métier de créativité et qui permet en fait, je pense, de s'adapter, même si c'est pas toujours facile, même si il y a plus ou moins de réticence que je peux comprendre, ce qui est compréhensible. Moi aussi, je suis parfois réticent à adopter sans arrêt des nouvelles techniques ou des nouvelles technologies. C'est un peu fatigant, mais en même temps, voilà, il faut suivre toutes ces évolutions. Donc, ces transformations, elles sont permanentes mais ça correspond aussi pour les bibliothèques à des stratégies qu'il faut adopter et adapter des stratégies de transformation, ce qui est l'objet de mon livre. Et c'est ça que j'ai vraiment voulu mettre en avant, mais on y reviendra après, je pense, peut-être plus en détail. Merci pour ce premier tour de chauffe où chacun a pu un petit peu présenter le point de vue par lequel il prend le numérique. Et je retiens que même à un niveau modeste, la bibliothèque a un rôle à jouer en fait. On n'a pas forcément l'impression que ce soit en tout cas très, très visible ni très sensible, mais dans tout ce que vous dites, on voit qu'il y a des spécificités d'une manière d'entretenir une relation aux sources et puis aussi au public qui dessine un ancrage et un écrin peut-être aussi pour les bibliothécaires. Donc on peut prendre, si vous le souhaitez, des questions, si vous avez des interventions. Donc bonsoir Eman, c'est gentil de nous saluer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Sophie Jebel, vous voulez
voulais revenir sur votre objet qui est quand même complexe, hein, et qu'on n'a peut-être pas eu le temps de bien saisir. Oui, merci. Effectivement, j'ai bien conscience que c'est un peu déroutant puisque je rentre par le rôle de l'historien tout en parlant d'histoire du web. Donc, je sais que c'est pas forcément la représentation qu'on se fait de l'historien, mais en fait, il y a une tradition assez longue en histoire qui est celle de l'histoire des médias. Et je pense que dans le monde des bibliothèques et de l'infodocumentation, c'est quand même des champs qui sont assez proches, assez connexes. Et en fait, à ce titre, l'idée, c'est de travailler notamment sur les formes de représentation. Et pour ma part, lorsque j'ai commencé ma thèse, que j'ai soutenu ma thèse en 2015, l'idée, c'était d'avoir une première étude, en fait. Donc, l'objet, c'était les mémoires de l'immigration maghrébine sur le web français. Ça, c'était donc observer les représentations du passé d'un groupe particulier, ce qui est une approche assez déjà installée en histoire, hein, étudier les formes le phénomène mémoriel, la patrimonialisation, la médiatisation de l'histoire. Ma directrice de thèse, par exemple, elle travaillait à ce moment-là sur les reconstitutions historiques. Donc, c'est un champ qui était déjà installé, mais l'idée, c'était de se dire, lorsqu'on fait une histoire des médias, on est historien de travail depuis les années 80 avec la télévision comme source, mais l'idée, c'était de se dire aussi, si je considère les années 90-2000, étudier n'importe quel phénomène, le comprendre, j'ai besoin désormais de ces sources nativement numériques pour étudier les phénomènes récents depuis la fin des années 90. Elles font partie des traces et donc des nouveaux matériaux pour l'historien. Ça paraît impensable de se dire qu'on va étudier la pandémie de Covid-19, évidemment, sans se pencher sur les traces qu'a laissé cette période en ligne, par exemple. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'abord on peut se dire que c'est très facile, du coup, d'aller chercher des sources en ligne et donc de récupérer n'importe quelle vidéo sur une plateforme, des contenus sur des réseaux sociaux numériques, sauf qu'en histoire, on est très attaché à la stabilité des documents et des sources. Donc, je vais pouvoir citer, par exemple, si je travaille sur des vidéos sur YouTube, je peux les citer puis dire, on fait souvent ça, consulter à telle date, hein, c'est un peu des normes biographiques. Sauf que si je base tout un travail de recherche pour établir des faits historiques en disant il s'est passé ça en ligne à telle date, à tel moment, et que derrière, tout ça n'est plus citable parce que les pages ont bougé, parce que les contenus, les tweets ont été enlevés, par exemple, ça fragilise, c'est extrêmement grave en fait du point de vue de l'historien parce que ça fragilise les preuves et les faits historiques qu'il ou elle va essayer d'établir. Et donc, en fait, c'est tout simplement parce qu'au départ, travailler sur des sources en ligne, c'était impossible d'un point de vue historiographique, du point de vue des contraintes, en fait, les archives web au départ pour stabiliser des corpus. Et puis ensuite, évidemment, en tant qu'historien, on demande toujours ce qu'il y a eu avant et de remonter le fil et l'histoire du web, ça imposait aussi de pouvoir retrouver, des fois on parle de ruines du web pour filer la métaphore, mais de retrouver du coup des contenus qui ne sont plus en ligne aujourd'hui, qui ont donc évidemment on peut imaginer, il y a une forme maintenant de nostalgie de ce web des années 90-2000, les GIFs, Lycos, Caramel, bon, je cite des services que les moins de 20 ans n'ont pas connus. Mais et qui en fait retrouver, c'est pas seulement renouer avec ce web passé, c'est aussi en fait pouvoir investiguer et donc faire l'histoire des années 90-2000 grâce à ce web archivé qui est donc en France collecté par l'Institut national de l'audiovisuel et la Bibliothèque nationale de France. Et donc, depuis plus de 20 ans maintenant, ces institutions ont collecté le web français et c'est vraiment des nouveaux matériaux pour les historiens qui sont à la fois incontournables, mais aussi complexes à appréhender. Alors, pour vous donner un exemple, ça permet, j'avais travaillé par exemple sur le site de l'association Générique ou sur des web documentaires qui aujourd'hui ne sont plus du tout en ligne. Et l'association Générique, par exemple, elle avait constitué une énorme base de données sur les mémoires de l'immigration. Elle a malheureusement pas pu poursuivre ses activités et elle s'est arrêtée ces dernières années, mais il y a 15 à 17 années de production culturelle diffusée en ligne dans des formats numériques, une première exposition, par exemple, virtuelle sur les Chibani dès 2001. Donc, en fait, toute cette histoire-là, du fait de la volatilité de ces sources, elle nous échapperait si les bibliothèques et les archives et si le cadre légal du dépôt légal du web n'existait pas. Donc, c'est à la fois construire la mémoire numérique et les sources futures pour les historiens de demain, et puis c'est aussi réfléchir à la façon et à la méthodologie qu'on peut mettre en place pour les appréhender. Et ce livre, c'est
une découverte de ce web archivé, de ces archives du web, de ce qu'elles sont, mais c'est aussi des pistes à la fois de réflexion et aussi de méthode pour des non-initiés, pour des curieux, pour des historiens ou pour des étudiants. Merci beaucoup. Je crois que pour nous, quand on est professionnel dans ce que vous dites, on entend que la fonction conservatoire, conservatrice en fait de la bibliothèque qui semblait être mise à distance par justement la profusion, elle est au contraire complètement attendue pour à la fois effectivement les sources scientifiques, mais aussi les sources très quotidiennes, hein. Là, vous travaillez sur l'histoire des migrations et elles concernent tout un chacun dans des récits de vie, dans des récits personnels. Et c'est vrai que ça fait de la bibliothèque un espace qui est très élargi, de fonctions très, très classiques de conservation jusqu'à des fonctions qu'on dit très, très nouvelles de médiation dont pouvait parler Julien de Vriant. Et on va entamer, s'il n'y a pas encore de débat, mais je vous trouve très timide derrière l'écran, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. J'espère, Christina, qu'il est actif, mais je pense que oui. Mais nous, on continue parce qu'on a encore plein de choses à vous dire. Hein. Et sur la question qui est liée à ce que vient de dire ici Sophie Jebel, c'est qu'il y a non seulement une ressource aux sources, il y a un retour aux sources de la part des bibliothèques dans cette fonction de conservation, mais aussi une porosité très forte avec d'autres institutions culturelles. Et on pense évidemment aux archives, hein, en ce qui concerne quand même le dépôt légal du web, et aussi au musée, en ce qui concerne, Julien de Vriant, la question des arts numériques. Pourquoi est-ce qu'on en a en bibliothèque? En fait, les bibliothèques, la question de la place de l'art contemporain dans les bibliothèques, c'est vrai que traditionnellement, on n'est pas repéré effectivement comme un lieu de l'art contemporain. Pourtant, à l'occasion du travail sur l'ouvrage sur les arts numériques, en fait, on voit que déjà, il y a plus d'une vingtaine d'années, déjà, on avait des collègues qui se sont intéressés à ce sujet-là à travers des artothèques, à travers finalement aussi le travail sur toutes les autres formes d'art qu'on accueille déjà dans la bibliothèque, autour de la littérature, autour des expositions qu'on a amené à faire, autour du travail autour des arts plastiques, au travers du travail qu'on est amené à faire sur les parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc en fait, finalement, même si on n'est pas repéré comme un musée, et à juste titre, parce qu'on n'en est pas, mais en même temps, on accueille déjà des formes d'art contemporain. Pas toutes, et mon propos, de toute manière, c'est pas de dire qu'on va remplacer la gaieté lyrique en accueillant des œuvres hors format, etc. Mais encore une fois, mon propos, c'est d'essayer d'interroger ces formes d'art numérique qui vont s'immiscer finalement un petit peu partout dans la création aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit des auteurs qui vont incorporer une dimension numérique dans leur travail, et de plus en plus, on va être confronté à ce que, j'appelle ça des objets frontières entre l'application, le jeu vidéo, le web documentaire. Et si on ne commence pas à s'interroger sur ces formes-là de narration, sur ces nouvelles formes, Sophie l'évoquait juste avant, on parlait des web documentaires, et bien, si on ne s'en interroge pas, mais finalement, on va se couper d'une grande partie de la production contemporaine d'aujourd'hui. Et on risque de passer à côté de notre rôle aussi. Mais effectivement, après, ça nous pose énormément de défis en termes de médiation, en termes de mise en espace, en termes de moyens de diffusion qu'on a de ces œuvres-là à destination de nos publics. Donc voilà, donc on va avoir d'un côté, on a tout ça qui va jouer, et puis on a également tout notre travail d'accompagnement, de développement, d'éducation média, de développement des compétences en matière de littératie numérique, qui va aussi nous amener à développer des compétences auprès de nos publics. Alors moi, je travaille en lecture publique, donc je vais accueillir beaucoup de jeunes enfants et d'adolescents, mais c'est un travail qui est mené également par nos collègues en bibliothèque universitaire, justement parce qu'on va être sur des nouveaux moyens de diffusion, de faire connaître ces travaux de recherche et une réflexion, et partager le fruit d'une réflexion. Donc voilà, donc on va être tout ça, donc on a effectivement toujours ce croisement-là. On est sur
Et en même temps, on a quand même malgré tout une certaine forme de continuité parce qu'on le voit aussi, notamment sur les formes de narration qui sont amenées à travers des formes moins linéaires de narration. On voit aussi que ces formes-là qui sont exploitées dans les webdocs, etc., préexistaient auparavant. Enfin, alors là, je renvoie, je pense à tout ce qui est Un conte à votre façon de Raymond Queneau, où on voit qu'on a des formes de narration des pistes entre lesquelles le lecteur va pouvoir choisir. Et c'est des choses qu'on va retrouver également dans des web documentaires. Donc on a malgré tout ce travail sur la narration, sur l'écriture, qui reste quand même en trame de fond et qu'on va essayer de réinterroger avec les moyens et les outils et les services qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci, on voit bien en effet, merci beaucoup pour cet éclairage. On voit bien qu'à la fois il y a des formes de continuité et puis l'objet bouge, donc finalement la bibliothèque bouge aussi. Et il y a vraisemblablement une continuité, Véronique Mesguich, qui est évidente de la bibliothèque au numérique, c'est sans doute les données. Et elles sont dans une relation en miroir. Bonsoir à toutes et tous. Alors effectivement, les données, c'est difficile à définir déjà. Hein. C'est un peu comme le numérique, comme tous ces objets voilà, qu'on côtoie tous les jours et qu'on a du mal à définir. Hein. Qu'est-ce que c'est une donnée? Ben, finalement, on a du mal à donner justement une définition. Et les données, alors on parle, bon, ça fait partie de ces termes très à la mode, hein, il y a tout un vocabulaire de la donnée, on parle de big data, d'open data, de small data, de dark data, enfin, il y a tout un vocabulaire pas toujours très facile à comprendre, avec un effet de mode aussi parfois. Et j'ai essayé de m'intéresser dans ce livre qui est à paraître. Donc voilà, c'est un peu, on parlait de Queneau, moi je vais parler plutôt de Raymond Roussel, hein, c'est comment je n'ai pas écrit certains de mes livres, voilà, et comment, voilà, je vais essayer de présenter aux bibliothèques ce que les données font aux bibliothèques et réciproquement. Le monde des bibliothèques, c'est un monde traditionnellement lié aux documents, hein, avec bien sûr le document imprimé, hein, dont les bibliothèques gèrent depuis évidemment des centaines d'années, et puis les documents numériques hein, qui se sont invités aussi dans l'offre des bibliothèques et qui font l'objet d'une médiation numérique, pas toujours facile à mettre en œuvre. Hein. Et donc ce monde de la donnée, il peut paraître assez aux antipodes hein, de la bibliothèque, parce que c'est un monde souvent du non structuré, de l'éphémère, de l'hétérogène, du temps réel, qui peut paraître assez éloigné du monde des bibliothèques. Et pourtant, voilà, hein, les bibliothèques vont de plus en plus avoir à se familiariser avec ce monde de la donnée, hein, on passe à une granularité de l'information plus fine, hein, on passe d'un monde du document à un monde vraiment de la donnée. Alors pour les bibliothèques, ça se traduit comment? À travers, alors il y a plusieurs opportunités hein, qui se dessinent pour les bibliothèques, notamment à travers ce qu'on appelle la transition bibliographique, hein, et ça, c'est déjà bien avancé hein, depuis quand même plusieurs années, hein, l'exposition des données et des catalogues de bibliothèques dans le web de données, hein, cette invention de Tim Berners-Lee, enfin en tout cas qui est chère à Tim Berners-Lee. C'est aussi les données de la recherche hein, que les bibliothécaires vont de plus en plus gérer, partager, stocker, hein, là aussi, hein, capitaliser plutôt dans le monde des bibliothèques universitaires. C'est aussi les données issues des catalogues hein, ou des SIGB, hein, qui va les données concernant par exemple les utilisateurs de la bibliothèque, les données de prêt hein, qu'on pourra publier par exemple en open data hein, sur des plateformes de données ouvertes, que l'on pourra analyser aussi avec des outils de data visualisation en respectant bien sûr hein, les règlements comme le fameux RGPD hein, qui protège les données personnelles. Donc tout ça hein, constitue autant d'enjeux nouveaux pour les bibliothèques qui doivent s'acculturer à ce monde de la donnée qui
qui peut paraître là encore assez éloigné, mais qui offre aussi énormément de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. On parle de data librarian, par exemple, un bibliothécaire de données. Hein, et on commence à avoir des offres d'emploi, alors qui peuvent regrouper des fonctions assez diverses. Hein. C'est une notion parfois à géométrie variable, mais on voit voilà, que ce monde de la donnée s'invite de plus en plus en bibliothèque et ne va évidemment pas remplacer hein, le monde du document classique, ou du livre, ou enfin, de toutes ces ressources classiques, enfin imprimées ou numériques, qui vont continuer bien sûr hein, de constituer les fonds des bibliothèques, mais c'est un peu un nouveau paradigme de l'accès à l'information qui va passer par la donnée. Et alors juste voilà, pour conclure hein, sur cette première présentation, je veux dire, j'avais publié il y a ça déjà 5 ans, hein, en 2017, un ouvrage qui s'appelait « Bibliothèque, le web est à vous » et qui présentait voilà, ce que les bibliothèques peuvent faire sur le web. L'idée de ce futur ouvrage, c'est de présenter ce que les données font bibliothèque et ce que les bibliothèques peuvent apporter aussi dans ce monde des données. Merci beaucoup, Véronique. Alors, on a une question très pertinente et très difficile. Je ne sais pas qui voudrait y répondre. On en a deux qui sont très difficiles toutes les deux. Enfin, la deuxième étant plus une remarque. La première, c'est le numérique tel qu'on l'entend ici est-il juste une autre forme, un documentaire, où la difficulté n'est-elle pas aussi, entre parenthèses, que ces productions sont à cheval entre le privé et le public? Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter finalement, je le vois en relisant à voix haute. Moi, j'avais compris que donc ces productions numériques, pour beaucoup d'entre elles, elles n'étaient pas le fait d'éditeurs. Hein. Je ne sais pas si c'est le sens de public et de privé, c'est-à-dire dans quelle mesure, en tout cas, mettons pour les archives du web, on va retrouver dans ces archives des documents, dont des productions, plus exactement, pour reprendre le terme, hein, qui ne sont pas publiques au sens propre du terme. Sophie Gebel, vous voulez essayer Alors de oui, répondre? oui, je veux bien essayer de répondre. Je ne vais pas me lancer dans une explication juridique sur les questions de sphère privée sur les contenus diffusés en ligne, mais en revanche, déjà, pour moi, les contenus en ligne, et d'ailleurs les contenus qui sont collectés au titre des archives du web, donc c'est des sources nativement numériques dans le sens où elles sont nées en ligne et elles sont diffusées sur la toile, mais évidemment, en travaillant sur le passé, des fois, il y a des archives, des vieilles photographies numérisées qu'on retrouve en ligne, mais la page web est une source nativement numérique. C'est à la fois, évidemment, la structuration digitale, technique, évidemment, du document numérique. Hein, il y a une grosse littérature là-dessus, je ne vais pas me lancer dans ces explications-là. Et c'est aussi, bien sûr, un environnement qu'est le web, à la fois un média, un moyen de communication, et un environnement, une architecture informationnelle, et qui est basée sur un phénomène calculatoire. Donc derrière le numérique, il y a à la fois les questions des cultures numériques, hein, des modes, des façons de se présenter, de se donner à voir en ligne. Si on pense aux représentations de l'histoire, on peut penser aux vulgarisateurs. Aujourd'hui, les étudiants en histoire eux-mêmes, c'est des références pour eux, par exemple, et ça rejoint une longue tradition, comme le disait le collègue tout à l'heure, sur d'autres phénomènes, ça rejoint une longue tradition de l'histoire médiatisée, bien sûr, mais c'est aussi des nouveaux formats, de nouveaux supports. Alors en fait, juste pour préciser, ce qui est collecté au titre de l'archivage du web, si on peut faire un parallèle avec privé-public, même si les juristes savent que c'est plus compliqué que ça en ligne, ce ne sont pas les contenus, la BNF et l'INA n'archivent pas des contenus qui, par exemple, sur des réseaux sociaux, ne seraient accessibles que via authentification, évidemment. Par contre, derrière le dépôt légal, c'est toutes les publications, donc elles sont considérées du coup comme étant accessibles. Donc, une page Facebook, par exemple, ou d'un autre réseau social qui serait juste accessible sans avoir de compte soi-même, là, ça relève de la collecte parce que c'est dans le périmètre du web français et on est dans le cadre effectivement du dépôt légal. Et pour rebondir sur votre question, peut-être que cette articulation privée-publique, c'est une façon de dire aussi que si on prend l'histoire des médias ou les représentations, moi j'ai travaillé sur des mémoires minoritaires avec évidemment l'idée, et c'était il y a une dizaine d'années, donc on avait aussi des représentations différentes des potentialités du web, mais que bien sûr, ces outils et le web constituent un espace d'expression privilégié pour des mémoires perçues comme marginalisées, blessées, stigmatisées éventuellement, et qu'on avait là non pas
de nouveaux acteurs mémoriels, parce que très souvent, ces associations, ces militants, ces porteurs de mémoire, ils n'avaient pas forcément, pour reprendre les références sociologiques, les cadres sociaux pour s'exprimer, et qu'en fait, la toile offrait là un nouveau territoire d'expression, et au regard, pour l'historien, c'est un petit peu des nouveaux observables. Et donc, c'est aussi, c'est vrai, la possibilité d'aller chercher d'autres discours sur des populations dont la parole n'était pas forcément aussi facilement accessible avant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de parole, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'histoire orale. Il y a quand même une tradition très ancienne de vouloir faire une histoire par le bas, mais le web facilite cette entrée-là et pose cette question-là, bien que lorsqu'on regarde la sociologie des principaux, ou je ne sais pas, ne serait-ce que si à l'époque, dans les années 90-2000, on s'est beaucoup posé cette question-là, de savoir si on allait avoir une nouvelle sociologie du côté des leaders d'opinion, en quelque sorte. On se rend bien compte que les principales blogueurs des années 2000, par exemple, c'est souvent des profils sociologiques assez similaires, avec un haut niveau d'études, une situation économique plutôt favorable, etc. Donc, ça nuance aussi cette ouverture-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, j'ai essayé. Grégoire Clémensin, voilà, Grégoire Clémensin nous dira si on a un petit peu répondu ou en tout cas un petit peu alimenté la réflexion ce soir. Donc, Nicolas Vescovi nous confirme que selon lui, les sources numériques comme la mémoire humaine sont très fragiles. Je ne suis pas un professionnel, mais il me semble que les bibliothèques peuvent entretenir la mémoire. Je rajouterai les historiens aussi. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de bougées dans les métiers, mais il y a aussi, ils sont attendus sur leur périmètre très classique en quelque sorte. Certains travaillent sur la mémoire du risque, entretenir la mémoire des événements passés. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si Jean-Philippe, vous voulez rebondir sur les bibliothèques et ces missions entre le 19e siècle et le 21e siècle mélangées. Je ne sais pas si ça vous inspire. Oui, de toute façon, ça fait partie, enfin la mémoire, entretenir la mémoire d'un peuple, par exemple, ou d'une nation. Alors là, je reviens à une expérience que j'ai eue pendant pas mal d'années en Suisse, à la Bibliothèque nationale suisse, qui en fait archive tout ce qui est publié en Suisse ou par des auteurs suisses. Donc là, c'est vraiment une mémoire. Et quand je dis à l'archive, c'est aussi par rapport au web, c'est pas seulement l'imprimer, c'est évidemment mettre en valeur les artistes suisses. Donc il y a cette dimension-là. Il y a aussi les archives littéraires suisses qui font partie de cette bibliothèque nationale. Donc c'est vraiment, je trouve, comme institution de mémoire. C'est pas la seule, hein, il y en a d'autres au niveau audiovisuel ou pour parler que de la Suisse, mais évidemment, on peut aussi se référer à la France. Mais c'est clair que ça fait partie des missions des bibliothèques depuis quand même longtemps, et c'est d'ailleurs la mission essentielle de cette bibliothèque nationale-là. C'est un mandat du gouvernement suisse, de la Confédération, pour archiver tout ce qui se rapporte à la Suisse. Donc voilà. Mais il y a aussi cette dimension, bien entendu, complètement numérique, qui a pris. Alors, c'est moins important que ce que fait la BNF, c'est clair, au niveau de l'archivage du web, mais quand même, c'est aussi un chantier en cours, et on peut dire que la plupart. Ça revient, en fait, c'est vrai, à des institutions plutôt nationales, en fait, ce type cet aspect mémoriel, mais qui est quand même essentiel, hein. C'est clair que, pour en revenir à cette question que posait la personne précédente sur le privé-public, c'est clair que les objectifs, par exemple, de Google Books, à une époque, n'étaient pas les mêmes qu'une bibliothèque universitaire. Donc, d'ailleurs, on entend moins parler de cette initiative-là. Mais derrière, la question qui se pose, c'est la question des moyens financiers. Et là aussi, je me souviens, il y a plusieurs années, la bibliothèque universitaire de Lausanne, par exemple,
avait pactisé avec presque le diable, avec Google, pour numériser toutes ces collections de livres. Et finalement, après quelques années, tout le monde s'est dit « Ah oui, finalement, c'est peut-être pas plus mal ». Donc là, il y a une question, il y a vraiment aussi la question par rapport au privé-public, c'est la question des moyens financiers très souvent qui se pose. C'est pas la même dimension, mais je pense qu'il faut... Et là, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est que l'Europe, il y avait auparavant, il y a 20 ans, des initiatives européennes très fortes et des moyens qui étaient alloués justement pour tout ce qui était l'information numérique. Je trouve que ça a un petit peu baissé et c'est dommage que ce soit pas réactivé, en fait, je trouve, pour les bibliothèques et pour nous, parce que ça donnait une dimension assez importante en termes de moyens aussi. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup pour cet éclairage suisse. Julien, je voulais vous demander si, là on a parlé des grosses institutions nationales qui en effet, par les moyens quand même qu'elles ont, avaient des missions spécifiques sur la préservation des sources, en tout cas partiellement issues du web. Est-ce que vous avez la possibilité, dans un domaine de plus évidemment modeste localité, mais qui ont leur richesse de cette localité-là, de voir, vous, la manière dont l'entretien de la mémoire, y compris sur la base d'inscriptions numériques, est à l'œuvre en lecture publique à travers justement des manifestations culturelles ou créatives. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des modalités justement de création qui tiraient parti de cette richesse Oui, mémoriale? là, tout de suite, l'exemple qui me vient le plus évident et qui a été présenté dans l'ouvrage, c'est l'exemple de la bibliothèque Mégène d'Aix-en-Provence, qui est pas très loin, effectivement, et qui a travaillé justement avec l'artiste Nicolas Claus, donc un artiste numérique qui travaille depuis de nombreuses années sur ce sujet-là et qui s'est approprié justement une partie du fonds et des œuvres du fonds patrimonial dont à la charge la bibliothèque Mégène, pour justement recréer des œuvres à partir de là. Donc là, c'était intéressant parce que du coup, on a un travail artistique autour d'un fonds patrimonial et on a une relecture. Et donc, on a une autre approche là-dessus, donc qui est vraiment intéressante. Alors, malgré tout, la bibliothèque Mégène, ça reste quand même une grosse bibliothèque. Donc, c'est pas non plus la bibliothèque classique qu'on peut trouver. Mais en tout cas, j'avais trouvé ce parallèle-là très intéressant. Et puis aussi, Nicolas Claus, c'est aussi un artiste important. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça intéressant aussi parce que ça permet aussi de montrer comment est-ce que le numérique peut aussi, on peut le travailler de manière à s'approprier d'autres formes de contenu et comment est-ce qu'on peut les repasser, se réapproprier. Et finalement, et c'est une des bases de la culture aussi d'Internet, comment on va remixer certaines œuvres, comment on va créer des passerelles, des mélanges, etc. Je voulais juste rebondir également sur la remarque sur ce qu'on entend par numérique, juste une autre forme de documentaire. C'est vraiment un sujet qui est important sur la question des arts numériques et qui est important aussi quand on va commencer à réfléchir sur la question d'éducation artistique et culturelle, parce qu'effectivement, le numérique, ce sont à la fois des outils, c'est aussi à la fois une technique, c'est aussi un médium, et ça va être aussi un objet en lui-même aussi. Et donc, en fait, à chaque fois, on va être sur ces 4 axes-là, sur comment est-ce qu'on va le traiter. Est-ce qu'on va le traiter uniquement d'un point de vue purement outil, ce qui est déjà intéressant parce qu'on met en capacité les gens, on leur donne la possibilité d'essayer, de se confronter à la prise en main de ces outils. Donc ça, c'est très bien, mais c'est que le premier étage de la fusée, finalement. Et donc, quand on va commencer à s'intéresser aux techniques, mais même à la dimension média, au code de certaines plateformes. Et là, on voit des choses très intéressantes qui émergent autour de TikTok, de la manière dont certains jeunes s'approprient des codes et on voit des formes très spécifiques de vidéos qu'on n'a pas vu apparaître auparavant sur d'autres réseaux sociaux et des choses qui sont très propres à TikTok qu'on ne voit pas apparaître sur Instagram, par exemple. Et même également un autre exemple de plateforme avec ses codes, etc., qui me vient en tête et dont je trouve, en tant que bibliothèque, on s'empare très peu, c'est la plateforme collaborative Wattpad,
sur laquelle on va pouvoir, et on a un public très important d'adolescents qui va publier des fanfictions. Donc là, on est en plein justement dans ces pratiques-là d'appropriation d'une œuvre, de relecture, de mash-up, de remix, etc. Et avec des formes d'écriture et avec des manières d'écrire qui vont être vraiment propres à ces communautés-là. Donc voilà. Après, c'est vrai que sur la question patrimoine pur, effectivement, c'est vrai qu'on a un peu moins ça, mais néanmoins, à travers justement des ateliers en présence d'artistes, où on va pouvoir avoir l'opportunité de réinterroger aussi un patrimoine local, par exemple, s'approprier, oui, un fonds de cartes postales anciennes, par exemple, ce genre de choses. Et ça, c'est possible de le faire avec finalement des moyens relativement modestes. Voilà. Mais ce qui va être important aussi, c'est cette confrontation, c'est cette rencontre aussi avec les artistes. Et c'est quelque chose que finalement on fait assez peu autour du numérique, quand bien même on dispose d'un espace de création numérique, on reste encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais dans une approche relativement technique, et là ça me gêne un peu. Mais là-dessus, je peux citer des associations comme Electronica, du côté de Rennes, si je ne dis pas de bêtises, qui met à disposition, alors, qui permet de louer pas mal d'œuvres, effectivement, d'artistes, d'œuvres numériques, d'artistes, pour justement permettre à des bibliothèques de taille moyenne ou de petits équipements, mais avec des moyens très modestes, de mettre le pied à l'étrier et de se lancer tout doucement. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Quelque chose, enfin une réaction sur l'un des deux posts du chat? Moi, je voudrais rebondir sur cette notion de numérique comme forme documentaire. Je crois que ce qui nous perturbe, nous, enfin, professionnels des bibliothèques, c'est que le numérique, je rejoins un peu ce que disait Julien, le numérique, c'est à la fois du contenant et du contenu. Et on a du mal à dissocier les deux. Et on a tendance, peut-être, enfin, dans ce que je vois dans des bibliothèques qui veulent être présents, bien sûr, dans ce monde numérique, et à juste titre, peut-être un attachement, peut-être trop fort à la forme, parfois au détriment du fond. Ça se traduit comment? Moi, j'anime souvent des formations, par exemple, sur le numérique en bibliothèque et la médiation numérique, notamment à travers les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de bibliothécaires qui souhaitent être présents sur les réseaux sociaux, mais quand j'essaie de leur poser la question, on a du mal à comprendre pourquoi les bibliothèques veulent être présentes, par exemple, sur les réseaux sociaux. Et on s'attache beaucoup aux formes, et les bibliothécaires essayent de créer des stories, des reels, etc. Et c'est très bien, bien sûr, et les bibliothécaires ont tout à fait leur place sur Instagram, sur TikTok et sur tous ces réseaux, mais je pense qu'il faut savoir pourquoi on y est et ce qu'on veut y mettre. Et ça suppose justement une réflexion, pas seulement sur les formes, enfin sur les contenants, mais aussi sur les contenus. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans ces stories voilà, que les bibliothèques vont publier sur Instagram? Qu'est-ce qu'on va publier? Pour qui? Comment? Enfin, je crois qu'il y a vraiment une réflexion à avoir. Et c'est pour ça que je renverse un peu le titre de cette session. Je pense que c'est important aussi, voilà, de se dire qu'est-ce que les bibliothèques ont à apporter à ce monde numérique, et beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux, bien sûr, à travers cette médiation numérique, mais qui peut passer aussi par des bibliothèques numériques, des expositions virtuelles, de l'éducation aux médias, de la veille et de la création aussi. Julien me parlait de mash-up, de remix. Je crois que c'est l'idée aussi de faire cette espèce de marketing de contenu, et c'est pas un gros mot, à travers des contenus venant des bibliothèques, et leur donner une existence numérique, mais sans trop se focaliser sur la technique, mais en partant des contenus et puis bien sûr des publics.
Je crois, Sophie Gebel, que dans votre expérience de chercheuse à partir d'un objet numérique, vous avez vous aussi affronté la question des techniques de manière très massive et incontournable, puisque comment traiter cette matière-là sans outils. Et donc, l'historien, on le sait, aujourd'hui, introduit dans sa palette de travail des outils quelquefois très sophistiqués. Oui, tout à fait. Et ça va rejoindre aussi peut-être les échanges précédents parce que initialement, lorsque par exemple dans la thèse que j'ai soutenue, donc il y a quelques années maintenant, au départ j'avais constitué un corpus avec 600 références sur une dizaine d'années. Et en fait, 600 références après reproduites dans le temps, ça fait un nombre incalculable de données, bien sûr. Et en étant en thèse et dans nos formations historiennes, même si depuis ça a changé, on n'a pas toujours un outillage, un bagage technique. Alors à la fois, on est concentré sur l'interprétation du discours, on est aussi concentré, comme on le fait en histoire des médias, sur la dimension, la scénographie ou les représentations, l'analyse des... Oui, ou ça peut être aussi une analyse visuelle, donc celle-là, elle est plus qualitative. Donc c'est vraiment aussi ce que je défends dans l'ouvrage, c'est-à-dire avant de se lancer dans une exploration et des démarches quantitatives qui sont en fait des démarches numériques qui dépassent le simple cadre de la statistique, je vais y revenir dans un second temps. Mais ce que je conseille aussi, justement, pour les béotiens, c'est d'abord, et c'est ce que je dis aux étudiants, commencez, s'il vous plaît, par travailler peut-être juste sur un seul site ou une seule chaîne d'un usager sur un réseau social, parce que en remontant le temps du web, vous allez voir qu'en partant sur un seul site, il y a peut-être déjà 600, 700 versions archivées, autant de choses à consulter déjà manuellement. Et quand on vient de l'histoire, parce que de plus en plus, il y a des profils hybrides maintenant chez les jeunes étudiants, je le vois dans les différents projets, qui là, eux, travaillent différemment, mais quand on a une culture d'abord historienne, on n'est pas forcément outillé. Et aussi, c'est ce que je rebondis aussi sur ce qu'a dit le collègue tout à l'heure, c'est-à-dire que de confronter aussi les étudiants à faire l'histoire d'un seul site web collecté, archivé, voir comment est-ce qu'il a évolué, quels sont les acteurs qui sont à l'origine de ces contenus, quels sont les choix scénographiques qui sont faits. Donc ça rejoint aussi beaucoup ce qu'a dit Véronique Menguich, la question des contenus aussi, de prendre le temps. Et ensuite, ce sur quoi aussi, ce qui me semble important, et c'est aussi ce que j'explique en termes méthodologiques, c'est qu'on a un devoir de contextualisation, que ce soit une source numérique ou pas, on ne peut pas se contenter de rester derrière l'écran, et ça rejoint le travail cité sur les artistes, c'est-à-dire que contextualiser en histoire des médias ou en histoire culturelle, ça veut dire revenir sur les conditions de production. Donc, il y a un web documentaire, c'est super, on peut se dire qu'il y a tout un tas de finalités, mais c'est des suppositions. Si on ne va pas au-delà de l'écran et faire une enquête orale, donc on revient sur des méthodes très traditionnelles ici, on ne va pas pouvoir contextualiser. Ça, c'est la première dimension, une approche qualitative que j'ai donc exposé dans le livre, mais qui progressivement nous amène aussi parce que ces sources, elles sont de nature computationnelle, calculatoire, et que donc elles ouvrent aussi des méthodologies d'exploration particulières, et en partant sur des petits, à l'inverse de ces représentations sur du big data, on peut aussi, à partir de nombre de données limitées, d'un corpus assez réduit, se lancer dans de l'exploration, soit du texte, soit aussi du traitement d'images. Donc là, par exemple, j'ai un projet actuellement avec l'Institut national de l'audiovisuel et qui a aussi un programme européen sur le passé colonial, et on va travailler sur les mémoires de la marche pour l'égalité contre le racisme de 83 en ligne. Donc ça va être de récupérer des corpus en 2003, en 2013 par exemple, puis après en 2023, et de voir à partir des données issues des pages web, donc qu'il y a dans le code HTML, ou des métadonnées, par exemple, si je prends plus simple, des vidéos, et de voir quel est le vocabulaire décrit pour parler des manifestants. Est-ce qu'on utilise le terme médiatique totalement daté et chargé de représentation qui était celui de marche des beurs, ou est-ce qu'au contraire, on a utilisé d'autres termes progressivement? Comment cette analyse sémantique à partir d'une étude quantitative et du prélèvement des données textuelles permet de mieux documenter le rapport, la façon dont cet événement, la mémoire de cet événement finalement, tout simplement. Mais on va aussi avoir une entrée plus visuelle parce qu'on arrive aujourd'hui sur des corpus, par exemple, de vidéos, à pister une image, par exemple, et de voir quelles sont les archives qui sont le plus utilisées dans un corpus de vidéos. Donc ça ouvre effectivement sur ce qu'on appelle les humanités numériques et les méthodes digitales.
Mais en fait, c'est vraiment cette bascule. Déjà, moi, je ne crois pas à l'historien programmeur de Leroy Ladurie dans les, dans les années 60, parce que même si il faut que l'historien qui s'intéresse à ces sources-là soit un interlocuteur, une interlocutrice crédible. Donc, on ne peut pas évacuer cette question technique qu'on a besoin. Si on veut faire de l'histoire du web, il faut comprendre comment ça marche. De la même façon que quand on faisait l'histoire de la radio, si on ne sait pas comment ça fonctionne et comment on crée une émission de radio, ça ne fonctionnera pas. Il y a toujours eu cette dimension technique, même si avant, on la percevait de façon différente sur les sources elles-mêmes en histoire. Mais d'un autre côté, on a aussi un ancrage des spécificités disciplinaires. En fait, ça exige aussi d'être très au clair, finalement, sur les méthodes. Donc, c'est aussi ce que je vais défendre dans les livres, c'est que c'est possible, c'est pas forcément, on peut être à la fois fasciné par évidemment, l'immensité, l'océan documentaire auquel on peut avoir accès en ligne. C'est parfois grisant pour les étudiants, mais d'un autre côté, partir petit et se poser des questions d'historien, d'historienne sur le web, ça aussi, ça éclaire les phénomènes récents peut-être d'une autre façon. Et en tout cas, c'est faisable, et en commençant par des petits corpus, en prenant des exemples qu'on peut pister dans les archives du web et progressivement en ouvrant vers d'autres méthodes. J'espère qu'on a répondu aux 2 questions qui nous étaient posées. Je voulais simplement peut-être, Jean-Philippe, vous faire réagir si vous êtes d'accord sur la question qui s'inscrit à la suite des remarques qui ont été faites vraisemblablement en ce qui concerne la formation des bibliothèques, des bibliothécaires assez régulièrement. La question quand même si elle n'est pas fondamentale, Julien Devrient nous en a bien convaincu, la question technique se pose et jusqu'où il faut aller dans les formations techniques. La question du bibliothécaire codeur aussi a pu être posée. Est-ce que vous avez un retour là-dessus en Suisse ou ailleurs? Oui, alors la Haute École de Genève, le département d'information documentaire a justement une formation spécifique qui s'intitule bibliothécaire système, qui n'existe pas vraiment en France, enfin pas sous cette forme en tout cas, pas sous cet intitulé. Et c'est en fait un rôle entre la technique et la bibliothéconomie qui se joue là. Et c'est vrai que c'est un besoin récurrent dans toutes les institutions documentaires d'avoir cet aspect technique et technologique qui est très très présent et très fort, quoi. Et c'est ce qui est toujours manquant. Donc de là aller jusqu'à coder, franchement, je n'en sais trop rien. J'ai pas trop d'idées là-dessus. Moi, je prêche vraiment pour, des compétences qui sont à la fois des compétences techniques et aussi des compétences humaines, en fait, de médiation. C'est un peu ce que disait Véronique Mesguich. En fait, les profils qui doivent être maintenant, si je puis dire, enseignés ou appris par ceux qui se forment actuellement, c'est vraiment un ensemble à la fois de techniques, mais aussi de médiation. C'est très, très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réfugier que dans la technique. Il faut aussi avoir des compétences pour animer ce secteur-là, ces secteurs qui sont parfois méconnus. En tout cas, le grand public ne saisit pas très, très bien toujours ce qu'on fait. Donc, cet aspect de médiation et d'animation est très important. Alors, elles peuvent se faire, cette médiation et cette animation de diverses manières, hein, à la fois en présentiel, mais évidemment en virtuel. Donc, voilà ce que je peux dire sur la formation. En tout cas, j'ai travaillé l'année dernière, il y a eu un dossier assez important qui a été, pour étendre un petit peu plus sur l'Europe, qui a été lancé par un institut d'évaluation en Belgique sur les métiers des bibliothèques. Et donc, j'ai participé en tant qu'expert sur cette évaluation. Et aussi, il y avait bien sûr des professeurs en sciences de l'information qui étaient présents.
Et en fait, on a, entre guillemets, émis un certain nombre de recommandations parce que c'est clair qu'en Belgique, c'était un enseignement assez dépassé, en fait, assez, qui n'avait pas évolué, qui mettait l'accent, pour vous donner un exemple, sur des heures et des heures de culture générale, au détriment d'autres points qui étaient quand même aussi très importants à apprendre. Donc, alors je dis pas que la culture générale n'est pas importante, évidemment, mais en même temps, par exemple en France, ça se fait pas du tout. On n'a pas tous ces cours-là. Donc là, ils ont, si j'ai bien compris, les cursus ont évolué dans un autre sens où j'ai pu promouvoir cette idée justement de médiation et d'animation, et ça me paraissait important. En tout cas, ce que fait le numérique à tous les métiers, historien, bibliothécaire, c'est vraiment de se sentir débordé en fait, hein, à la fois de ses frontières, de ses métiers, les attractions sont assez importantes, que ce soit dans le cas de la création numérique, enfin des attractions vers d'autres domaines, hein. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut, Véronique et Julien, vous voulez réagir sur la question des frontières ou du débordement et la manière dont on contient finalement les différentes attractions du numérique pour aller dans telle ou telle direction? Je veux bien commencer à répondre, hein, en remettant ma casquette d'ex-coprésidente de l'ADBS, hein, l'Association des professionnels de l'information et de la documentation. Donc, j'ai eu voilà, le grand honneur et le grand plaisir de coprésider il y a de ça quelques années. Et on avait beaucoup réfléchi justement à l'époque sur l'évolution des métiers, des compétences, hein, de tous ces métiers de l'information, hein, bibliothécaire, documentaliste, archiviste, et ces nouveaux métiers hein, qui se sont développés autour du knowledge management, de la veille, du records management, de l'archivage numérique, enfin, voilà, et aussi, et on avait à l'époque établi une cartographie hein, des métiers pour justement montrer cette complexité, donc le fait que ces métiers classiques hein, de l'information documentation empiètent sur d'autres métiers, des métiers connexes, justement d'autres métiers de médiation, l'enseignement, la culture, le journalisme, hein, les arts aussi, hein, et réciproquement, hein, il y a une espèce de débordement réciproque qui fait que voilà, le numérique a vraiment rebâti les cartes hein, de beaucoup de métiers de médiation, mais plutôt, enfin je ne dis pas ça du tout de façon négative, hein, je pense qu'au contraire, ça ouvre de nouvelles opportunités et peut-être des façons de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller justement déborder, hein, mais dans le bon sens du terme, dans d'autres métiers et là encore réciproquement. Juste sur voilà, ce terme hein, de déborder, voilà, et c'est vrai que c'est un terme là aussi hein, un peu ambigu. Hein. Je voulais, ça m'évoque hein, aussi ce côté cette métaphore très liquide aussi qu'on utilise à propos du numérique. Hein. Alors parfois là aussi de façon un peu catastrophiste, hein, on parle de data déluge, de data lake hein, aussi, on parle d'un lac de données hein, pour illustrer voilà, ce caractère très liquide du numérique. On parle de flux aussi hein, d'informations, hein, alors que là encore, ça peut sembler assez éloigné du monde des bibliothèques, qui traditionnellement est plus dans le stock et des choses voilà, plus, on va dire, peut-être solide que liquide, hein, pour filer la métaphore, mais là encore, je crois que ce débordement, hein, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui peut faire peur ou qui peut être menaçant et contre lequel il faudrait mettre des digues hein, pour se protéger. Je crois qu'au contraire, voilà, il faut se laisser peut-être un petit peu déborder de façon positive pour aller, là encore, voilà, aller chercher des nouvelles compétences dans d'autres domaines et apporter aussi hein, les compétences des bibliothécaires. Je reprends hein, les mots du regretté Bertrand Calange, hein, qui était directeur des études analytiques, qui décrivait le métier de bibliothécaire comme un manteau d'arlequin. Hein. C'est cette diversité des compétences et ce côté très changeant aussi qui peut faire partie voilà, de ce débordement. Merci Véronique. Et aussi, on peut rappeler
il y a eu un temps, il y a ne serait-ce que de quelques années, quand vous rappeliez, Jean-Philippe Accart, que Google a numérisé des fonds de bibliothèque par milliers de documents. On avait l'impression que tout le monde était devenu bibliothécaire, donc c'est dans les deux sens. Julien, vous voulez ajouter? Oui, bah, effectivement, sur la question de la bibliothèque qui déborde, enfin, comme l'a souligné Véronique, effectivement, c'est le propre du numérique, de déborder et d'aller partout. Et même là, si le titre de l'ouvrage que j'ai coordonné, donc, enfin, on pense tout de suite art numérique, installation, etc. Rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement que les expérimentations ont lieu en littérature, en musique, en cinéma autour des arts numériques. Donc, c'est pas uniquement des choses très impressionnantes. Par rapport aux évolutions du métier, je dirais que là-dessus, en fait, il faut arriver à créer les conditions d'une culture numérique commune. La difficulté qu'on va avoir sur le numérique, c'est d'avoir un collègue qui soit spécialisé là-dedans et qui reste finalement dans son coin et qui n'arrive pas à irriguer les autres secteurs et les autres pans de la bibliothèque. Et en fait, à partir du moment où on arrive, alors, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de facilité, effectivement, mais c'est à partir du moment où on arrive à se mettre d'accord sur un socle commun, à partir de ce moment-là, on peut arriver à enclencher et ne pas faire en sorte que ça déborde, justement, mais faire en sorte que ça irrigue, si on veut continuer un petit peu à filer la métaphore. Et là-dessus, je ne connaissais pas cette citation de Bertrand Calange, mais du coup, effectivement, le manteau d'Arlequin, effectivement, est une excellente image. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi repenser, donc du coup, à l'échelle du projet d'établissement, aussi une organisation qui, donc déjà avec quelqu'un qui va permettre d'irriguer et construire les conditions de cette culture numérique commune, et aussi penser des espaces dans lesquels on va pouvoir tester, expérimenter à travers des groupes de travail, à travers des temps d'échange et des temps de formation qui soient également en interne. Enfin, les formations en externe, et j'en anime aussi quelques-unes, effectivement, sont des temps qui sont importants, mais sans complètement me tirer une balle dans le pied. Les temps d'échange également en interne et les temps d'auto-formation en équipe, je dirais, ont bien souvent beaucoup plus d'impact sur le long terme parce que justement, on va arriver à construire progressivement cette culture-là commune. On va tester, échouer beaucoup, réussir parfois, mais tout ça ensemble. Donc, c'est là où ça va être assez intéressant. Et puis surtout, ça va être l'opportunité aussi de créer des espaces de parole. Parce qu'on le voit, le numérique, à juste titre, alors, parfois pas tout le temps, mais suscite des craintes parce que c'est un sujet sociétal. Et donc, du coup, il faut aussi avoir des temps aussi d'échange de paroles pour pouvoir mettre ça à plat et se demander si est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et comment on y va, effectivement. Et là, je rejoins vos propos sur les réseaux sociaux et pourquoi on y est finalement, et redonner du sens avant tout. Merci beaucoup. Alors, en attendant les dernières questions, je crois qu'il sera important, si vous voulez bien, chacun d'entre vous, que vous présentiez les ouvrages dont on a vu ici la richesse, la profondeur, les multiples usages dont on peut en faire. Sophie, je vous laisse commencer. Il s'agit donc d'un texte remanié de votre thèse pour une collection, celle de Lina, qu'on a plaisir d'accueillir pour la première fois ici dans nos séances de présentation de publication. Oui, merci. Alors en fait, c'est au final, au départ, c'était censé être la publication d'une partie de ma thèse qui était finalement la première partie avec la justification à l'époque, puisqu'il était nécessaire d'expliciter le fait que le web présent comme le web passé pouvait constituer de nouvelles sources pour l'historien et en particulier pour étudier le phénomène mémoriel. Et puis, c'est comme souvent, entre un écart et puis forcément une actualisation entre la thèse et la demande de l'éditeur. Donc, cette aventure éditoriale m'a aussi amené
finalement à m'adresser plus largement à des étudiants, à des curieux, à des historiens qui voudraient s'aventurer en fait dans cette enquête internumérique. Donc c'est à la fois un ouvrage pour en savoir plus sur les archives du web elles-mêmes, et c'est aussi des pistes pour savoir comment commencer à les exploiter, à les appréhender. Et puis il y a enfin une autre, la dernière partie qui propose quelques premières réflexions assez larges à partir sur ce que finalement le web change dans le rapport que la société entretient avec son passé, et comment est-ce qu'en étudiant un phénomène mémoriel plus particulier dans les années 2000, on perçoit aussi à la fois les continuités, mais aussi les ruptures. Et on a dans ce livre, hein, dont je rappelle le titre, website, story, histoire, mémoire et archives du web, on trouve toute une partie très précise, hein, méthodologique, très précise, qui permet véritablement de conduire un travail à partir d'archives du web qui est accessible vraiment à tout le monde. Et voilà, il est extrêmement clair, il est très pédagogique et il permet d'aborder un ensemble de sources, un ensemble aussi documentaire qui est peu connu, mais dont on voit ici l'intérêt et la richesse. Merci beaucoup. Merci. En fait, c'était un peu le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé ma thèse, en gros. C'était pour éviter aussi à d'autres de reproduire les erreurs que j'ai pu faire moi-même. Donc, je suis ravie que ça puisse être suffisamment clair. Merci. Absolument. Alors, je prends entre deux présentations une question, une remarque, je la lis, je la découvre en la lisant. Bonsoir, en parlant de contenu, le web a été le lieu de nombreux développements pédagogiques et aussi andragogiques depuis plus de 20 ans. Mais beaucoup de supports ont déjà disparu du fait de l'évolution des techniques et des enseignants. Ma première question est, est-ce que des documentalistes s'intéressent à cette histoire des formats d'enseignement et d'apprentissage ? D'autre part, Jean-Philippe sait que je suis impliquée, ah là, il y a des, il y a des sous-textes, dans la curation de contenu depuis longtemps. C'est Gilbert Faure qui nous parle. Pensez-vous que les hubs de contenu rassemblés, sélectionnés et commentés par des curateurs compétents et souvent passionnés mériteraient une conservation et une valorisation en bibliothèque numérique? Donc là, on est sur un autre aspect des questions de conservation, de transmission aussi, si j'entends bien. Jean-Philippe, puisque la question vous est presque adressée, est-ce que vous voulez y répondre? J'avais coupé le son. Oui, alors c'est un peu problématique cette question-là, parce que il n'y a pas vraiment de politique de conservation de tous ces contenus, et c'est un peu dommage. Ça, c'est sûr que je pense que là, Gilbert Faure veut parler non pas de ce qui est institutionnel, mais des contenus qui sont produits par des chercheurs, des professionnels, etc. Alors, on a Internet Archive, hein, qui archive le web au plan international depuis longtemps, mais je ne sais pas s'il le fait. Alors, je pense que la BNF archive certaines archives plus personnelles, et en tout cas, oui, plus des contenus de curation effectivement privés. Ça serait plutôt le rôle, en fait, je pense, d'archives, en fait, finalement, de services d'archives, de faire ce travail-là, de conserver ce qui est produit par des personnes privées ou des professionnels ou des chercheurs. C'est un peu la question que je me pose moi-même, d'ailleurs, par rapport à mon propre site web, qui existe déjà depuis 20 ans, que je mets à jour, et je me dis toujours, mais finalement, qu'est-ce que ça va devenir, parce que ça ne va pas continuer, évidemment, encore 20 ans. Donc, ouais, c'est un peu... Je ne sais pas si mes collègues ont des réponses à ça, à cette question de la conservation des contenus. Mais ouais, pour moi, c'est un peu un problème, en fait. Je pense que ce n'est pas tellement résolu pour l'instant.
Voilà ce que je peux te dire. Si je peux me permettre juste de rajouter un petit mot, il existe un musée de l'enseignement, par exemple, hein, qui se trouve à Rouen, hein, sauf erreur de ma part, et où on peut trouver à la fois bon, des objets, hein, des bureaux, des pupitres, hein, voilà, mais je crois que ce musée de l'enseignement archive aussi, il y a aussi un service documentation qui archive des contenus pédagogiques numériques, hein. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure voilà, ce travail de curation justement est fait, mais ça peut être le rôle de ce musée spécialisé dans la pédagogie de garder une mémoire, hein, de ces expérimentations, voilà, comme vous le dites, pédagogiques ou andragogiques, qui se sont déroulées et qui vont continuer d'évoluer, hein. Donc, on pourrait imaginer voilà, cette réflexion sur une conservation muséologique, mais de contenu numérique également, pas seulement d'objets physiques. Oui, Sophie, oui. Oui, pardon, je ne savais pas si je pouvais compléter. Oui, simplement pour signaler qu'en fait, alors, sur la Bibliothèque nationale de France, comme l'INA, chacun dans son périmètre, va collecter. Donc, je pense qu'un blog avec une forte visibilité qui existe depuis longtemps, un blog pédagogique, il n'y aura pas de problème. Il est sans doute collecté et bien archivé et encore consultable, même si, en fait, le dépôt légal du web, contrairement au fonds d'Internet Archive, ne sont pas accessibles en ligne. Donc, les ressources pédagogiques qui sont diffusées, il y a même une logique qui vise à conserver ces contenus, ceux qui sont diffusés en ligne. Après, les pratiques qui engagent des outils numériques et des médiations, évidemment, un Zoom entre un enseignant et ses étudiants, etc., ça ne relève pas du dépôt légal du web parce qu'on n'est pas dans le cadre de la publication, mais des ressources, y compris qui émanent pas que des institutions, d'associations, etc., elles font l'objet d'une collecte et d'un archivage. Et après, par contre, des choses plus réduites et peut-être à plus petite échelle ou qui ne relèvent pas forcément du web, mais simplement d'outils numériques, là, évidemment, ça ne relève pas de leur périmètre. Mais par exemple, même sur des web documentaires, des fois, il y a beaucoup d'enseignants qui se sont lancés à partir des années 2010 dans la production de web documentaires avec leurs élèves, que ce soit à l'INA ou à la BNF, il y a une collecte de ces objets, même si ça pose tout un tas de questions après de rejouabilité. Mais par exemple, Lumni, dont on a beaucoup parlé pendant la crise de la Covid, je m'étais amusée à ressortir l'ancêtre de Lumni dans les archives de l'INA, qui était le site tv.fr, et donc on le retrouve collecté. Donc je pense pour le blog de Jean-Philippe qu'il est sans doute archivé, sans doute par la Bibliothèque nationale de France, mais qu'il faut se déplacer pour consulter l'archive. C'est ça. Et puis, quoi de mieux quand même pour transmettre que le livre. Donc, on va poursuivre avec la présentation par Julien de Vriante de cet ouvrage collectif qui est édité par les presses de l'ENSIB dans la collection de la boîte à outils, qui est dirigée par Catherine Jackson, quand j'ai le plaisir de voir qu'elle est parmi nous. Un ouvrage collectif de 16 contributeurs. Oui, tout à fait, oui. Tout d'abord, j'en profite encore une fois pour remercier Catherine, et puis bien chaleureusement parce que c'était un véritable accompagnement et c'est toujours des échanges qui sont toujours très riches et c'est toujours une aventure que de coordonner un ouvrage entre l'idée de départ et là où on arrive à la fin. C'est toujours intéressant de voir aussi l'évolution des projets. Et puis aussi, dans cet ouvrage-là aussi, j'ai eu la chance de pouvoir solliciter des gens dont je suivais le travail depuis de nombreuses années, qui m'ont beaucoup aidé. Alors des fois, juste en partageant leur veille, sans avoir l'occasion d'échanger directement avec eux, mais des fois à travers des rencontres professionnelles ou au sein d'associations pro. Donc ça, c'est vraiment, j'étais vraiment ravi de pouvoir réunir tous ces gens-là. Je pense à des gens comme Alexandre Simonet, par exemple, qui mène un travail très important sur la place des arts numériques à la bibliothèque Carré d'Art de Nîmes depuis de nombreuses années, qui a été un des précurseurs sur ces questions-là. Je pense à Jocelyne Kello également, qui avait fait tout un travail de veille très important à la Maison populaire de Montreuil sur la question de la médiation des arts numériques. Donc ça, c'est vraiment des choses très riches. Nathalie Caclar également. Donc voilà, donc tout ça, c'est déjà cette fierté-là aussi d'avoir pu un peu rendre à César ce qui leur appartenait. Et puis, cet ouvrage-là, c'était une première sur le sujet aussi. Donc, l'idée, c'était d'essayer, et c'est l'objectif d'ailleurs de cette collection, de rendre accessible un sujet, d'essayer de débroussailler un petit peu.
Alors, la question de la définition des arts numériques, c'est toujours un grand sujet. Donc là, on a pris le parti d'aller interviewer un enseignant-chercheur, Dominique Moulon, et puis on a eu la chance également d'avoir des interviews d'artistes qui nous expliquent leur pratique, et ce qui nous permet de voir un peu l'étendue un peu des possibles sur ces questions-là. On a essayé aussi de réfléchir un peu à ce que ça veut dire que d'intégrer la place des arts numériques. Je ne vais pas trop reprendre ce que j'ai dit, mais à chaque fois, c'est ça le cœur de l'ouvrage, hein, vraiment interroger la dimension culturelle du numérique dans nos établissements. Et puis, effectivement, ensuite, toute une série d'initiatives très concrètes. Je pense aux ateliers philo et jeux vidéo, par exemple, qui sont présentés par Julien Hanard. Je pense également à tout un article, une sélection de ressources, de partenaires possibles, avec des exemples de festivals, etc., vers lesquels on peut se tourner, qui mettent à disposition énormément de ressources pédagogiques et de pistes pour démarrer. Donc, l'objectif de cet ouvrage-là, c'est, quelque part, si vous avez déjà un espace de création numérique, cet ouvrage-là vous permettra, en tout cas si ce n'est pas déjà le cas, de vous ouvrir un peu plus sur une dimension culturelle, d'être plus en contact avec les arts numériques et de découvrir un peu quels en sont les acteurs aujourd'hui. Voilà. Et juste une petite aparté par rapport à la question de l'archivage. Si la question des arts numériques, ça vous intéresse, il y a le laboratoire NT2 sur le laboratoire de recherche sur les œuvres hypermédiatiques donc, de l'Université de Montréal, qui a un répertoire absolument extraordinaire qui va du web documentaire à la fiction interactive, aux jeux vidéo. Et c'est une véritable mine pour essayer justement de déchiffrer un petit peu tout ce sujet-là. Voilà, donc ça peut aider. Merci beaucoup et merci encore pour l'invitation. Avec plaisir, ce sont des textes extrêmement lisibles, qui fourmillent d'idées et qui donnent des envies de tout faire. Et c'est vrai qu'on a presque l'impression que c'est facile. La route est longue, mais la voie est libre. Alors, sur votre livre, Jean-Philippe, on est dans un volume qui, je rappelle le titre, s'intitule « Les stratégies de transformation des bibliothèques ». C'est un volume 3, qui s'inscrit dans une série qui est consacrée aux bibliothèques et aux collections numériques. On a dans un premier temps les bibliothèques numériques, ensuite l'innovation, et puis votre titre vient couvrir un petit peu les deux titres précédents avec la notion de stratégie de transformation. On est chez un éditeur, ISTE, qui accompagne beaucoup les aspects plutôt techniques. Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Et je rejoins et je partage aussi ce que vient de dire Julien par rapport à la collection boîte à outils et à Catherine Jackson, avec qui j'ai travaillé 2 fois. Un ouvrage sur la communication et les décideurs dans la boîte à outils et un ouvrage, le dernier, sur les bibliothèques et la marque. Et on retrouve ces aspects-là, bien sûr, dans ce dernier ouvrage sur les stratégies de transformation des bibliothèques, parce que ce sont vraiment des stratégies que les bibliothèques doivent employer pour s'adapter à ce monde numérique. Donc, en fait, je parlais d'impact au début de ce débat, si je puis dire, et en fait, je pense que les impacts du numérique touchent tous les aspects de la vie d'une bibliothèque, en fait. Dès qu'on décide, dès qu'on se lance dans le numérique, ça touche à la fois la technologie, bien entendu, mais ça touche le politique, parce qu'il faut des fonds, il faut des fonds financiers, ça touche les compétences, les habiletés des uns et des autres pour développer ces outils. Ça touche donc le management, avec aussi des techniques qui sont en train d'évoluer beaucoup, en fait. On manage plus, on ne gère plus, parce que les gens et les professionnels de la même manière qu'il y a 20 ans.
Maintenant, on est beaucoup plus dans la participation, dans une démarche, oui, participative, et ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, une dernière partie qui est sur vraiment le marketing des bibliothèques. Alors, tout ça, en fait, est le produit, en deux mots, si je peux dire, et c'est le produit à la fois de ma propre expérience dans différentes bibliothèques, à la fois en Suisse et en France, et c'est le produit de ma réflexion et aussi une sorte de synthèse de tout ce que j'ai écrit depuis quelques années, à actualiser, bien entendu, sur tous ces aspects-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme on le disait précédemment, c'est un ouvrage qui s'inscrit dans votre activité hybride, avec votre blog, bien sûr, qui permet aussi de retrouver énormément d'informations. On va terminer par l'ouvrage à venir, celui que tu vas écrire, Véronique, qui va bientôt paraître dans la collection papier des presses de l'ENSIB. Alors, je rappelle aussi que les presses de l'ENSIB sont partenaires de cette manifestation, les Carrefours de l'information, qui est un des rares lieux, alors virtuel jusqu'à présent, mais on espère physique dès que possible, de présentation et de discussion autour des ouvrages professionnels ou qui peuvent intéresser la profession. Donc, ce sera dans la collection papier, Véronique. Oui, j'en profite aussi pour saluer hein, le service des éditions de l'ENSIB, hein, dont certains sont présents en ligne. Et je les salue, hein, notamment voilà, Catherine également et les autres que je ne vois pas, peut-être pas forcément en ligne, mais en tout cas, un grand merci de votre confiance hein, pour ce futur ouvrage. Voilà, comme disait Racine, voilà, ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire. Et donc, voilà. Donc, l'objectif, voilà, je le disais tout à l'heure, c'est de présenter un peu comme, voilà, un peu sur le modèle de cet ouvrage, hein, Bibliothèque, le web est à vous, qui montrait que le web n'appartient pas aux GAFAM ou à ceux qui voudraient se l'approprier, hein, ou des milliardaires qui voudraient en racheter les contenus, mais que, voilà, que le web est à ceux qui veulent publier justement des contenus qui vont l'enrichir et qui vont le rendre intelligent et utile, ce qui est là encore hein, le projet initial de Tim Berners-Lee. Et démocratiser l'accès à l'information, au savoir, à la culture, au loisir. Donc cette approche par la donnée, c'est un peu, voilà, un peu un pendant hein, de version donnée de ce web est à vous. Donc c'est voilà, la donnée vous est donnée et sachez, voilà, bibliothécaire, sachez vous en saisir hein, pour là aussi, pour créer du service, pour créer de l'intelligence, pour créer de la médiation autour de ce matériau pas simple et assez abstrait qu'est la donnée. Donc, il y aura plusieurs chapitres, là encore, je fais un peu de teasing, sur déjà une définition de ce qu'est la donnée, parce que c'est pas simple. Hein. On peut voir, voilà, on disait tout à l'heure, le web de données, les données de la recherche, le big data. Enfin, on va essayer d'y voir plus clair dans ce monde complexe de la donnée et qui est très évolutif aussi. Et on va développer, là encore, voilà, ces différents aspects dans les chapitres. Et un chapitre va porter sur les compétences, là aussi. Hein, est-ce qu'un bibliothécaire doit apprendre voilà, à faire du développement en langage Python? Peut-être que oui, dans certains cas. Ce n'est pas forcément un passage obligé, mais si on veut exploiter la donnée, hein, faire parler la donnée, hein, lui donner du sens, on peut être amené voilà, à utiliser des langages informatiques complexes, mais voilà, on peut aussi aborder la donnée sous des aspects moins techniques. Il sera question aussi, bien sûr, des métadonnées. Voilà, donc tout cet univers de la donnée, dans toute sa complexité, voilà, je vais tenter de le rendre le plus clair possible. Je précise, voilà, il y a eu des ouvrages, hein, je ne suis évidemment pas la première à aborder le sujet, il y a eu des ouvrages notamment de grands spécialistes hein, du web de données hein, que je ne prétends pas égaler, mais c'est plutôt l'idée de présenter voilà, de façon la plus claire possible ce qu'est le monde de la donnée et comment les bibliothèques peuvent y trouver leur place.
Merci beaucoup à tous les quatre. Je crois qu'on a à peu près répondu aux questions qui nous étaient adressées. Donc, un grand merci à vous quatre auteurs qui prenaient la peine d'écrire, de transmettre de manière lisible, appropriable, de manière discrète aussi et modeste, des choses qui sont et des situations, des objets qui sont complexes, mais dont on peut par petits bouts isoler des éléments pour lesquels les bibliothèques à la fois trouvent leur place, y restent et puis s'enrichissent à défaut d'être dépassées, englouties, asphyxiées et c'est tant mieux. Donc, il y a une dernière petite question. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. C'est toujours très frustrant de ne pas voir le public et j'imagine que vous auriez souhaité pouvoir toucher les livres, les manipuler, voir comment ils sont faits. Ils sont tous très beaux, de très belles éditions, de très belles factures. On a beaucoup de chance d'avoir ces éditions-là dans nos domaines et qui nous concernent. Donc, nous vous remercions de votre présence, de votre confiance et on vous donnera un calendrier de manifestations, j'imagine, par la bibliothèque de la Fondation Gulbenkian très, très rapidement si vous souhaitez continuer à suivre ces rencontres. Merci beaucoup de ces messages d'encouragement en ce qui nous concerne. Très bonne soirée à tous. Merci. Merci, au revoir. au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à tous les intervenants. Et c'était vraiment très riche comme débat sur la place omniprésente du numérique dans nos vies, dans nos métiers. Et je vous rappelle que tout a été enregistré et bientôt ça sera en ligne sur le site de la Fondation Carlos Gulbenkian. Voilà, merci à tous et très très bonne soirée. Merci encore.